Comme vous le savez, les juristes attachent une importance toute particulière au choix des mots, parce qu'en France, le droit est écrit et nul n'est censé ignorer la loi. Et dès le début de leur formation, tous les juristes choisissent comme premier ouvrage un dictionnaire juridique. C'est le premier ouvrage qu'on recommande, parce qu'en fait, le droit a son langage qui ne correspond pas toujours à la langue commune. Il y aurait beaucoup à dire sur beaucoup d'expressions, comme l'immeuble par destination ou la jouissance en bon père de famille. Euh, alors, par réflexe, j'ai scruté attentivement chacun des mots du thème qu'Hubert a bien voulu me confier à moi le Bordelais. C'est un peu paradoxal, mais c'est à moi qu'il a confié ce thème, la transmission du patrimoine viticole en Bourgogne. Et comme je connais bien l'organisateur du colloque, je sais qu'il est précis dans le choix de ces mots. Alors, le patrimoine d'abord. Le patrimoine, au sens juridique, a une dimension essentiellement économique, c'est-à-dire qu'il est limité aux seuls éléments évaluables en argent. Le patrimoine, c'est l'ensemble des droits et des obligations d'une personne juridique. Et plus exactement, le patrimoine, dans la théorie d'Aubry-Hérault, c'est l'enveloppe qui a vocation à recueillir des droits, des biens et des obligations. Mais le terme de patrimoine renvoie dans le langage courant à quelque chose de beaucoup plus large, à d'autres idées. Et on parle du patrimoine moral, du patrimoine génétique, du patrimoine culturel. L'UNESCO tient une liste du patrimoine mondial, ainsi qu'une autre liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Dans le langage commun, le patrimoine correspond à ce que l'on tient en héritage de ses ascendants, et l'héritage, en fait, est commun à un groupe de personnes. On parle du patrimoine culturel d'un pays. Et c'est peut-être une des clés du sujet, une première clé du sujet, car lorsqu'on parle du patrimoine viticole en Bourgogne, du patrimoine d'où la Bourgogne, on parle de quelque chose qui va dépasser chacun des viticulteurs, des individus individuellement. Et vous le savez, les climats du vignoble de Bourgogne ont été inscrits au patrimoine de l'UNESCO le 4 juillet 2015. Le climat est un terme spécifiquement bourguignon pour exprimer le terroir viticole. Ça correspond à son histoire, ça correspond à son goût, ça correspond à son savoir-faire. On en a parlé ce matin. Euh, et donc, il est résulté de cette histoire particulière en Bourgogne, un vignoble typique, des paysages remarquables, des villes, un patrimoine bâti exceptionnel, et l'inscription au patrimoine de l'UNESCO est une forme de reconnaissance. Il y a donc un patrimoine viticole en Bourgogne qui dépasse celui de chacun des propriétaires individuellement. Et quand on parle du patrimoine viticole, il faut donc faire attention, c'est peut-être pas tout à fait et exclusivement au sens juridique du terme. Il y a incontestablement une dimension économique à l'échelle de l'individu, mais également une dimension sociale et culturelle à l'échelle de la région. Et c'est sans doute ce qui explique pourquoi les pouvoirs publics s'intéressent, à travers les affaires, à travers le contrôle des structures, à la transmission de ce patrimoine particulier, alors que les pouvoirs publics s'intéressent beaucoup moins à la transmission du patrimoine des autres commerçants. Alors, un patrimoine donc est un patrimoine à transmettre. Transmettre, c'est passer, c'est faire passer quelque chose à quelqu'un. Hubert vous en a parlé tout à l'heure, il vous a donné une définition juridique de la transmission. La transmission, c'est l'action de faire passer un bien, un droit, d'un patrimoine à un autre. Et comme vous l'expliquez Hubert, classiquement en droit, ce passage peut s'opérer du fait de la volonté du transmettant ou bien par l'effet de la loi, euh, de la volonté d'un seul sujet, la transmission par voie successorale testamentaire, ou bien par l'accord de deux personnes, en cas de vente, par exemple. Mais en dehors du langage juridique,
il y a dans le terme de transmission une idée complémentaire, une idée de continuité, une idée de maintien d'un lien avec le passé, de conservation de génération en génération. Lorsqu'on parle de transmission du patrimoine dans le langage commun, il y a cette idée de continuité, continuité des familles, continuité des histoires, continuité culturelle. Dire qu'il y a transmission ou poser la question de la transmission, c'est poser la question de la conservation, de la préservation, de la sauvegarde du patrimoine. C'est peut-être, là encore, ce qui explique pourquoi les pouvoirs publics s'intéressent tout particulièrement à la transmission du patrimoine viticole en Bourgogne. L'idée est comment maintenir notre histoire, comment maintenir notre culture, comment maintenir notre savoir-faire, comment maintenir ce qu'est la Bourgogne. Alors finalement, on le voit bien, il y a dans cette question en apparence juridique, transmission du patrimoine viticole en Bourgogne, une dimension qui dépasse les seules exploitations, une dimension culturelle, régionale, et qui justifie que chacun d'entre nous s'y intéresse. Finalement, la question, on pourrait la résumer, comment garantir que le passage d'une exploitation viticole, d'un propriétaire à un autre, d'un patrimoine à un autre, n'altère pas ses qualités particulières en termes de terroir, en termes de savoir-faire, également en termes familiales, c'est la question, est-ce qu'on doit maintenir absolument les exploitations viticoles dans les familles bourguignonnes. Il en va, c'est un enjeu culturel qui nous est posé. Alors, bien évidemment, je ne résoudrai pas, à moi tout seul, cette épineuse question. Il me fallait des experts. Alors, je vais vous présenter chacun des experts qui m'entourent. Alors, il y a d'abord un avocat, Jean-Olivier Cabossel, voilà, qui est ici. Je pense que vous le connaissez. Il n'a encore rien dit, mais il est déjà applaudi. Il a été agriculteur en Moselle, il est titulaire d'un BTS agricole, il a également un DEA de droit rural à Poitiers, il a dirigé une chambre d'agriculture. Alors un service d'une chambre d'agriculture, et puis il est vice-président de la FDR Bourgogne-Franche-Comté. Il me fallait également un expert comptable, voilà, Édouard Dunkel, je prononce bien, voilà, qui est diplômé d'une école de commerce, de l'EDEC, qui a été, il a gravi tous les échelons chez Ernst & Young, s'agissant de l'activité de commissariat aux comptes et d'expert comptable. Il a donc son diplôme d'expert comptable et il est associé au sein d'un cabinet qui s'appelle André Le Groupe. Voilà. Alors, également deux banquiers, parce que qui dit transmission, qui dit patrimoine, renvoie, comme je vous l'ai dit, tout de suite aux questions financières. Alors, a bien voulu venir Tristan Lamy, voilà, qui est directeur entreprise à la Caisse régionale du Crédit Agricole de Champagne-Bourgogne. Voilà. Il est ingénieur agri de formation. Il exerce dans le domaine bancaire depuis 23 ans. Et entre-temps, il a passé 3 années dans le conseil en matière agricole. Et il fait partie du comité de direction de la Caisse régionale. Son activité est plus spécifiquement concentré en termes d'entreprise dans ce qui est agriculture et viticulture. Voilà, et il nous en parlera. Il a une vision assez globale puisqu'il intervient sur 4 départements, ce qui lui permet d'avoir une vision sur les différents vignobles avec leur typicité. Le second banquier est une banquière, voilà, c'est Julie Garcia. Elle est ingénieure patrimoniale à la banque privée de la Banque Populaire, c'est-à-dire que, si j'ai bien compris, elle apporte son soutien technique au réseau privé et au centre d'affaires des entreprises dès qu'il y a des questions patrimoniales spécifiques, en particulier viticoles.
Allô? Oui, c'est bon, pardon. Oui, effectivement, j'interviens au besoin pour faire le lien un petit peu, parce que je pense qu'aujourd'hui, on est là d'ailleurs tous réunis pour démontrer que l'interprofessionnalité est le maître mot dans le conseil et l'organisation patrimoniale et sociétaire. Et en ce sens, voilà, on essaye en tant qu'ingénieur patrimonial de faire ce lien entre tous les conseils du client et de structurer les choses de telle sorte que la transmission puisse se faire dans les meilleures conditions pour l'ensemble des parties. Voilà. Et donc vous avez un master en gestion de patrimoine, puis ingénierie patrimoniale. Et voilà, il nous fallait également un notaire pour rentrer dans le secret des familles, puisque c'est les notaires qui détiennent le secret des familles. Et c'est un notaire de Bonn, voilà, Emmerich Lohanner. Voilà. Donc, il a suivi un Master 2 en droit notarial à Dijon, voilà, sous la direction notamment d'Hubert. Voilà, il est toujours terrible. Voilà. Vous êtes parti 5 ans en région parisienne. Voilà, nul n'est parfait. Voilà. Et puis vous avez prêté serment en 2013 et vous avez créé un groupe Legatis Notaire. Voilà, donc avec une spécialisation pour ce qui vous concerne, un DU de droit de l'espace rural et puis plusieurs le master de droit rural toujours d'Hubert. Voilà. Et pour terminer, quelqu'un que je connais bien depuis quelques années, Philippe de Ségonzac, qui est le directeur de la SAFER Bourgogne-Franche-Comté. Voilà. Alors, il a une formation de juriste puisqu'il a un DESS de droit. Voilà. Il a également un DU de gestion du patrimoine. Il a passé 10 ans dans un centre de gestion, ce qui lui a quand même donné une vision complète du terrain, avant de rejoindre d'abord la SAFER du centre, c'est là où on s'est croisés, en tant que directeur juridique, et puis de venir ici prendre la direction de la SAFER Bourgogne-Franche-Comté. Alors, la première question que j'aimerais vous poser, on va commencer par là, et qui m'intéresse, c'est quelle est la composition, d'après les éléments dont vous disposez, du patrimoine des viticulteurs en Bourgogne. Donc la question s'adresse à la fois au notaire, puisque le notaire est au courant du secret des familles, mais également aux banquiers, qui ont sans doute une vision de ce qu'il y a dans le patrimoine de leurs clients, et pourquoi pas aux comptables avec son idée sur ce qui se passe notamment dans les sociétés. Comment se compose ce patrimoine immobilier, des terres, des bâtiments ou mobilier, et surtout quelle est la part entre le viticole et le hors viticole. Quels sont les autres actifs? Parce que je crois qu'une partie des difficultés que l'on rencontre au moment de la transmission est que l'essentiel des actifs est concentré sur le viticole. Alors peut-être le notaire, peut-être l'avis du notaire. Alors, pardon, on va dire que ça marche. Euh, c'est une question à laquelle il est assez difficile de répondre comme ça, parce que comme pour toute personne, il y a une diversité de situations qui fait qu'on ne peut pas donner de réponse absolue à ça. Néanmoins, quand c'est des exploitations qui se sont transmises familialement depuis plusieurs générations, forcément la part du foncier est plus importante, puisque c'est ce qui a souvent été maintenu en priorité. Quand c'est des exploitations qui sont plus jeunes ou qui sont créées par des gens qui ne sont pas issus de familles de viticulteurs, pour le coup, on va retrouver forcément moins de foncier en proportion beaucoup plus d'autres actifs. Euh, il y a souvent peu de diversification. Le patrimoine est souvent vraiment concentré sur cette exploitation agricole, avec peu de cas où on a des investissements significatifs à côté. Et à côté de ça, on commence à voir émerger des nouveaux actifs qui n'existaient pas avant, et notamment l'émergence petit à petit d'une notion de marque qui commence à faire son apparition de plus en plus. Marque qui est souvent liée à la personne ou à un savoir-faire particulier qui commence à se valoriser. Et puis, alors je suis désolé, mais je vais dire un très gros mot, mais on commence aussi de plus en plus à avoir la question de la valorisation dans le patrimoine du droit d'exploiter la terre.
Alors en droit rural, ça ne se dit pas, sauf pour le cas particulier des baux ruraux cessibles en dehors du cadre familial. Et pourtant, dans la valorisation des sociétés, quand elles sont titulaires de ce droit au bail, de plus en plus, la question de la valorisation de ce droit et indirectement du patrimoine des associés de la société est une question qui pose de plus en plus soulève en tout cas de plus en plus d'interrogations. Est-ce que les banquiers confirment sur la composition du patrimoine de leurs clients, sans dévoiler bien évidemment de secrets? Ouais, quand il est allumé, il est éteint en fait, donc voilà, c'est ça. Oui, enfin moi je confirme en tout point. Donc ce qui est quelquefois difficile de financer quelque chose qui n'existe pas, hein, c'est un point. Moi je voulais en plus souligner deux particularités qui sont liées au mode de fonctionnement. C'est que quand on arrive au moment de la transmission, on transmet la particularité, je pense, du patrimoine, c'est qu'on passe d'un patrimoine professionnel à un patrimoine privé. Et ça peut être un vrai problème, puisque du jour au lendemain, je suis susceptible d'être imposé sur mon patrimoine qui jusqu'à présent était professionnel et qui devient privé si je reste propriétaire du foncier, par exemple. Donc ça, c'est quand même un point qui est très particulier. Et puis le deuxième point, c'est là aussi, c'est sur les valeurs. C'est-à-dire qu'on est sur de la culture pérenne. Et quand je suis sur de la culture, quand je transmets du foncier agricole classique, ben, tous les ans, je ressème quelque chose. Là, en fait, je transmets quelque chose avec une vigne qui a eu une conduite particulière, qui fait qu'elle a aussi une valeur particulière, en dehors du côté affectif, mais aussi sur la manière dont elle a été conduite. Si elle est conduite sous forme totalement conventionnelle, ou alors plutôt biologique, sous toutes les formes qu'on lui connaît, etc. Donc ça c'est des points qui sont aussi importants, puisque c'est ça qui crée une valeur non seulement financière, mais aussi une valeur sur un potentiel de revenus ensuite. Non, en effet, je ne vais pas être redondante, hein, le patrimoine est essentiellement composé de foncier, et c'est légitime, hein, puisque c'est ce qui leur permet de faire leur travail et de le faire très bien. Toutefois, effectivement, je rejoins mon collègue en ce sens où c'est compliqué. C'est aussi de faire comprendre peut-être à ses clients que d'avoir un patrimoine qui est un peu liquide peut aussi avoir son intérêt, et que bien que ça soit légitime d'avoir tendance à favoriser le foncier viticole, il peut être vraiment opportun de disposer également d'un petit peu de liquidité, ne serait-ce que pour pouvoir acquitter les droits de succession si toutefois demain il devait y avoir un problème. Voilà. En tant que notaire, puisque vous êtes chargé des successions, est-ce qu'on peut avoir une idée à peu près du patrimoine moyen, si on devait l'évaluer, ne serait-ce que par région, ou la disparité, l'écart qu'on peut trouver des patrimoines uniquement viticoles? Alors pour répondre à la question est-ce qu'on peut, j'aurais tendance à répondre non. Non, parce qu'il y a des écarts qui sont absolument phénoménaux. Et il y a des choses qu'on ne sait même pas chiffrer en fait. Aujourd'hui, vous avez certaines appellations qui n'ont pas changé de main depuis l'après-guerre. Ne suivez pas mon regard. Il faudrait évaluer ça aujourd'hui. Je suis incapable d'avoir ne serait-ce que la moindre idée de ce que ça peut valoir. Et par ailleurs, vous avez des actifs qui ne vont pas valoir la même chose dans une situation ou dans une autre. Vous avez, alors c'est pareil, je suis désolé, je vais peut-être dire une grossièreté, mais une parcelle, suivant si vous la transmettez intrafamilialement ou au profit d'un tiers à la famille, elle peut ne pas avoir la même valeur. Voilà. Ça, on y reviendra. Mais toujours est-il que non, vous avez des écarts absolument phénoménaux qui peuvent varier de quelques dizaines de milliers d'euros à quelques dizaines de millions d'euros. Donc c'est pas... C'est le grand écart. Ouais. L'expert comptable qui a Pour faire son idée sur les comptes. Oui, pour faire le lien avec ce qui a été dit, la question qu'on peut se poser et faire le lien avec la comptabilité, c'est où se trouvent ces actifs. Historiquement, ces actifs étaient détenus en propre par les exploitants par le biais de leur entreprise individuelle. Et comme on l'a très bien dit ce matin, on commence à voir des changements et une mise en société qui est de plus en plus courante. Donc aujourd'hui, ces actifs ne sont plus détenus personnellement par ces exploitants, mais ils sont détenus par l'intermédiaire de sociétés.
Et la difficulté, comme m'a dit tout à l'heure monsieur de la Caisse du Crédit Agricole, c'est certains actifs ne sont même pas présents et ne sont même pas visibles à l'actif des bilans des sociétés, ce qui rend d'autant plus difficile leur évaluation dans le cadre d'une transmission. Alors maintenant, j'aimerais avoir une idée des formes principales, si on peut les évaluer, les apprécier les unes par rapport aux autres, des transmissions de patrimoine viticole. C'est-à-dire, est-ce qu'on transmet le foncier et l'exploitation séparément, ensemble, dans quelle proportion, à quel moment cette transmission a lieu? Est-ce qu'elle a lieu pour partie en pleine activité? Est-ce qu'on attend la retraite? Est-ce qu'on attend le décès? Et en proportion, est-ce que vous avez une idée pour savoir, est-ce qu'on est plutôt sur des transmissions à titre onéreux ou à titre gratuit? Voilà, pour voir dans quel schéma. Et est-ce que vous avez des idées? On a eu des chiffres ce matin pour savoir si ces transmissions sont intrafamiliales ou à l'extérieur. Est-ce que ce sont d'autres professionnels de la région? Quel est le profil de ces personnes? Donc j'aimerais voir au fond quelle forme prennent les différentes transmissions, parce qu'on parle de la transmission du patrimoine, mais en fait il y a des transmissions de différents patrimoines. On peut peut-être commencer par la SAFER, puisque la SAFER, alors elle va nous dire quelle image elle a, Philippe de Ségonzac, des différentes transmissions, celles qui lui passent sous les yeux et celles qui lui passent sous le nez. Ouais, il faut comprendre le fonctionnement du micro. J'ai cru que vous alliez me demander quelle image elle a à faire, mais les choses ont été développées ce matin. Je reviendrai peut-être là-dessus à un moment ou à un autre. Quelle image on a de la transmission? Alors, il faut distinguer, et ça a été très bien évoqué ce matin, ce qui est la Côte d'Or et puis les autres départements viticoles de la région, avec une prédominance, et on le sent dans les informations de vente qu'on reçoit, de plus en plus, une prédominance du phénomène sociétaire en Côte d'Or. 3/4 des exploitants, j'ai retenu à peu près ça, sont sous une structure sociétaire. Ce qui n'est pas regardé ou ce qu'on ne connaît pas, c'est quelle est la part du foncier ou des vignes exploitées par ces structures sociétaires. Je pense qu'ils représentent plus que les 3/4. En général, les stats montrent que le nombre d'exploitations sous forme sociétaire détient le plus grand nombre d'hectares. J'ai envie de vous livrer une petite statistique qu'on a et que je m'amuse à calculer tous les ans au regard de l'ouverture du marché. Alors, ce qui a été évoqué ce matin, c'est 600 hectares vendus sur 30 000 hectares, 30 000 hectares que représentent les plantations de vignes à l'échelle de la région. D'une manière générale, 1 hectare est transmis en vente tous les 85-90 ans. Voilà. Donc, ce qui explique également les crispations ou les volontés autour de ce foncier. Pour l'essentiel, les transmissions sont les transmissions familiales. Enfin, je ne pense pas que j'aurai de démenti là-dessus. C'est compliqué d'avoir quand même, et je rebondis aussi sur ce qui a été dit ce matin, des statistiques qui soient complètement fiables là-dessus. Nous ne voyons que les transmissions de foncier, sol. On commence à voir, pour répondre à la question d'Hubert de ce matin, on commence à voir les notifications des parts de société, alors sans doute de manière pas complète. Par contre, je pense qu'on a en moyenne dans les côtés viticoles de meilleurs élèves que sur la partie agricole. C'est-à-dire qu'on reçoit plus de notifications de cession de parts de société que dans la moyenne agricole. Voilà ce que je peux dire sur les formes, en tout cas, telles que je peux les constater. Alors, peut-être votre avis en tant que notaire, est-ce que vous avez à peu près le... Alors, sur les transmissions intrafamiliales, Ouais. oui, très clairement, ça reste le cas le plus fréquent. Et quand c'est des transmissions extra-familiales, la plupart du temps, quand vous demandiez le profil des acquéreurs, en tout cas de ce que j'en vois, c'est plutôt des acteurs locaux. Je ne dis pas qu'il n'y a aucun acteur qui arrive de l'extérieur, on a tous entendu certains noms, voilà. C'est une réalité, mais ça reste un phénomène qui est très marginal et qui est très concentré sur les grosses appellations. C'est pas une question de manque de candidats, entre guillemets, puisqu'on a beaucoup de demandes de gens qui ont des moyens quasi illimités,
Néanmoins, il y a une vraie volonté des acteurs locaux et qu'on retrouve pour le coup à peu près tous les niveaux de la filière, de maintenir un caractère très local à cette viticulture bourguignonne. Et là-dessus, même si au sein de la filière il peut y avoir des dissensions, il y a une espèce de consensus à peu près établi sur le sujet. Après, sur les transmissions à titre gratuit, vous demandez s'il y a un moment où transmettre. Je vous dirais que le plus tôt c'est le mieux, à condition de ne pas le faire trop tôt. Alors je pense qu'avec une réponse comme ça, vous voici ravi. Dans les transmissions intrafamiliales, plus tôt on s'y prend, plus on a le temps d'étaler la transmission dans le temps. Et comme très souvent la problématique est une problématique fiscale, en plus bien sûr du maintien de l'égalité entre les héritiers, en fiscalité à titre gratuit, plus on a de temps, plus on peut étaler, plus on peut profiter des abattements, donc mieux ça marche. Par contre, quand je dis qu'il ne faut pas le faire trop tôt, c'est qu'il y a une question qui se pose souvent, c'est en intrafamilial, qui sera le repreneur, le ou les repreneurs, et quel est le projet des autres enfants. Ce qui a été très bien évoqué ce matin, est-ce que tout le monde garde un pied dans l'entreprise familiale, ou est-ce qu'au contraire il faut en libérer certains pour leur permettre de partir de leur propre voler de leurs propres ailes. Et en fait cette question on ne peut y répondre qu'à partir du moment où les enfants sont suffisamment avancés en âge et dans la vie, d'une manière générale, où leur projet professionnel et familial est suffisamment structuré et établi pour qu'on puisse avoir une réponse de leur part. Et une transmission réussie, à mon sens, c'est une transmission à laquelle toute la famille est partie prenante et où c'est un projet qui est un projet commun familial et non pas un projet imposé par le pater familias qui s'impose aux enfants qui ne seraient pas consentants. Donc on en vient exactement à la question que je voulais poser. Et qui peut-être suscitera tout à l'heure quelques réactions dans le public. Au fond, qu'est-ce qu'on entend par une transmission réussie ? Est-ce que c'est une transmission qui ménage le viticulteur en place et protège le modèle familial ? C'est ce que vous venez de me dire. Mais est-ce que c'est une transmission au meilleur prix ? Est-ce qu'il s'agit de pérenniser l'exploitation, ou après tout, du moment que j'ai vendu au meilleur prix, c'est ce qui m'intéresse. Est-ce qu'il s'agit de préserver le foncier et uniquement dans le cadre d'une exploitation bourguignonne? Alors, comme la SAFER est amenée souvent à faire des choix parmi les différents candidats lorsqu'elle intervient à l'acquisition, alors selon vous, Philippe de Ségonzac, qu'est-ce qu'une transmission réussie? Puis après, sur cette question, j'aimerais bien entendre d'autres avis. On peut avoir plusieurs conceptions de ce qu'est la transmission réussie. Je ne voudrais pas monopoliser le sujet, mais pour moi, c'est celle qui fait un peu la synthèse des intérêts particuliers, des vendeurs, des acquéreurs et des intérêts collectifs. Ce qui génère aujourd'hui les difficultés, on va dire, c'est l'appréhension des prix par rapport au collectif, justement. Alors, pas de difficulté ou peu de difficultés dans le cadre de transmission familiale où c'est maîtrisé, ou parfois le prix de transmission dans le cadre de la donation ou de la succession n'est pas le prix qui serait celui de la mise sur le marché. Ces questions-là, elles viennent, en tout cas, elles arrivent chez nous de façon très récurrente, ces questions de prix. Pour rebondir sur ce que disait Maître Lehanner également, par rapport à la volonté de conserver ce modèle bourguignon, en tout cas que la Bourgogne reste bourguignonne, je dirais. C'est vraiment, encore une fois au niveau collectif, c'est la transmission qui permet le maintien de la décision au niveau du territoire. Alors, certes, on va pas agiter les chiffons rouges, les Chinois dans le vignoble bourguignon ou les Chinois en viticulture en France. C'est un épiphénomène. Il faut pas se le cacher. En revanche, des investisseurs extérieurs, il y en a. C'est pas forcément des étrangers. C'est des gens qui sont pas forcément en revanche de la région, qui peuvent à un moment donné influer. Alors on en est loin, hein, et c'est pas le cas, mais ça commence à arriver en tout cas sur les domaines les plus attractifs, on va dire ça comme ça. Ça peut influer à un moment donné sur la capacité des vignerons à décider de ce qui se passe sur leur territoire. Voilà. Jean-Olivier Cabossel, est-ce que vous avez la même vision de ce qu'est une transmission réussie? Puis après, l'avis des banquiers m'intéresserait aussi. Bah écoutez, la transmission réussie,
Je serais tenté de dire qu'elle dépend de l'endroit, des familles et de beaucoup de contextes particuliers. La transmission réussie familiale, c'est clairement la transmission qui permet à un ou plusieurs des enfants de, entre guillemets, prendre la suite des parents, grands-parents et éventuellement sur un certain nombre de générations. Et donc tout le sujet là, puisque très généralement quand même, on a vu tout à l'heure que les exploitations en Saône-et-Loire étaient encore très largement exploitations individuelles, mais il se trouve que celles avec lesquelles on a le plus de contacts sont quand même celles qui sont organisées sous forme sociétaire. Et très généralement, un des principaux enjeux qui est posé, c'est la suite pour ce qui concerne la structure d'exploitation, puisqu'on a parlé jusqu'à présent très essentiellement du patrimoine foncier, du patrimoine bâti et surtout non bâti, mais on a également naturellement la poursuite de l'exploitation à travers la société d'exploitation. Et bien évidemment, là se pose la question du passage de relais à la génération suivante. À ce stade-là, très généralement, on constate dans notre région plutôt Sud-Bourgogne des transmissions assez anticipées, notamment en ce qui concerne le capital d'exploitation. Avec très généralement alors des outils dont on parlera ultérieurement, je présume, du Trey et autres choses qui nous permettent de passer dans des conditions fiscalo-financières plutôt intéressantes. Sur le plan du foncier proprement dit, les transmissions se font là aussi relativement tôt. Les gens ayant naturellement toujours en tête le sujet de la fiscalité attachée à la transmission, avec naturellement très souvent des notions de réserve d'usufruit et d'âge de l'usufruitier qui fait qu'on a un effet de levier important, couplé avec d'autres outils dont on parlera sans doute. Donc tout ça fait que quand il s'agit de transmettre en intrafamilial, les outils avec des valeurs qu'on connaît qui sont quand même moins importantes que dans le département voisin dans lequel nous sommes, se passent globalement pas trop mal. Hein. Alors bien évidemment, le sujet, quand j'ai pas de succession de transmission intrafamiliale, c'est la transmission à des tiers, et on n'est plus sur les mêmes valeurs, on n'est plus, enfin, faut pas le dire, mais on n'est plus quand même sur les mêmes valeurs. Ça a déjà été dit, je ne sais plus si c'est par Maître Lehanner ou par Édouard, mais ce sont des réalités bien évidemment. Tristan Lamy, est-ce que vous avez la même conception de ce qu'est une transmission réussie? Oui, alors je partage ce qui a été dit, donc du coup je vais le prendre sous un autre angle. Une autre approche pourrait être de se dire qu'une transmission réussie, c'est une transmission qui finalement n'est pas imposée. C'est-à-dire ni aux cédants, ni aux repreneurs. Et donc c'est quelque chose que l'on prépare, parce que on a parlé des aspects fiscaux, mais il y a un aspect psychologique qui est énorme. C'est-à-dire que quand à 45 ou 50 ans, je commence à dire bah, tiens, voilà, je vais transmettre une partie de mon foncier, c'est un choc psychologique qu'il faut affronter aussi. Et si je suis pas prêt, faut pas que je me force non plus. C'est le ni trop tôt ni trop tard de tout à l'heure. Et donc c'est ce besoin d'échanger qui est essentiel aussi, et de s'écouter et d'échanger avec différents conseils, de prendre différents avis pour justement aborder les choses et se dire ben, voilà, ça arrive à d'autres, et quelles sont les solutions qui me permettent d'avancer dans le bon sens. Mais je pense que cet aspect de voilà, je m'impose rien et je n'impose rien, il est fondamental, parce que derrière, c'est ce qui fera que ça s'inscrira dans la durée. Puis pour revenir sur ce que vous avez dit, c'est vrai que dans un cas, c'est de la transmission, dans l'autre cas, c'est de la vente. Enfin, c'est autre chose, quoi. Et alors, à l'inverse, puisque le sujet a été posé, d'où viendrait ce sentiment qu'il y aurait un véritable sujet, que la transmission du patrimoine viticole en Bourgogne serait difficile? Quelles sont les difficultés que vous pouvez rencontrer? Peut-être vous? La première difficulté, on l'a dit et on en rigole, c'est la détermination du prix. C'est un vrai sujet, un vrai enjeu. Quand on conseille nos clients sur ce genre de sujet, ce qui est certain, c'est qu'on veille à une sécurité fiscale du projet et du schéma dans lequel on s'inscrit. Et tout part, quand on a du foncier dans la transmission, tout part de cette valorisation du foncier pour ne pas que cette transmission, qu'elle soit à titre gratuite ou qu'elle soit à titre onéreux,
puisse être remise en cause par l'administration fiscale. Ça, c'est une des premières difficultés à laquelle on est confronté dans chaque dossier de transmission. C'est vrai qu'il y a beaucoup de messagers en Bourgogne, et notamment en Côte d'Or, qui ont le plaisir de dire à de nombreuses familles de toute manière, vous n'arriverez pas à transmettre votre domaine. Vu la valeur de votre domaine, vous n'y arriverez jamais, ça va vous coûter une fortune, vous allez être obligé de vendre. On se bat tous les jours avec tous les conseillers que vous avez autour de la table pour dire que c'est une bêtise et que si c'est anticipé, si on le prépare, dans la majeure partie des cas, on arrive à transmettre. Tout à l'heure, vous nous demandiez la proportion des transmissions. Pour ce qui est de notre cabinet, on est essentiellement en transmission intrafamiliale, avec une majorité sans intervenant extérieur ni même investisseur, parce que on se met tous autour de la table et en travaillant en interprofessionnalité, comme l'a dit Madame Garcia, et en visant un objectif commun, on arrive à monter un schéma qui permet d'arriver aux objectifs fixés par les parents, par les gens qui vont transmettre. Maître Lohanneur, quelles sont les difficultés qu'on rencontre? Alors moi, je partage tout ce qu'a dit Édouard, donc je ne vais pas vous répéter la même chose. Après, pour moi, les difficultés, en plus de ce qui a déjà été signalé, sont effectivement pas du tout les mêmes suivant si on est dans une transmission intrafamiliale à titre gratuit ou pas, hein, peu importe, ou une transmission extrafamiliale, où là le titre gratuit se pose pas trop. Extrafamiliale, on va avoir des difficultés qui sont principalement d'ordre technique. Il y a un certain nombre de points de contrôle à passer. On a évoqué ce matin le contrôle des structures, le passage éventuellement dans un certain nombre de cas devant la SAFER, le financement de l'opération. Mais tout ça, c'est, à part on va dire à part quelques particularités agricoles, c'est aussi des problématiques qu'on va rencontrer dans n'importe quelle transmission d'entreprise. En intrafamilial, on va avoir une dimension très psychologique à gérer et qui, à mon sens, est la plus difficile, où là, pour le coup, on sent aussi qu'on est à un peu la bascule entre deux conceptions, celle qui est le modèle agricole post-45 de l'agriculture familiale, et où, quelque part, il y avait une sorte de droit d'aînesse, c'est l'enfant, principalement l'aîné, qui reprend, et les autres, quelque part, doivent pas faire une croix sur leur part d'héritage, mais en tout cas sur une bonne partie de la jouissance de cet héritage pour lui permettre de reprendre. Et aujourd'hui, de plus en plus, des frères et sœurs qui disent très bien, tu reprends, mais il n'y a pas de raison que nous, on fasse une croix sur ce qui pourrait potentiellement nous revenir. Et c'est vraiment d'arriver à déterminer si on est dans un schéma où il faut sortir les autres frères et sœurs, ou si au contraire tout le monde veut rester ensemble, parce qu'on a vraiment les deux schémas qui se rencontrent. Quand on a ce deuxième schéma, il faut arriver à déterminer si c'est une réelle volonté ou si finalement on risque d'avoir quelques problèmes à une échéance de 10, 15, 20 ou 30 ans. Ça peut paraître très long, mais par contre quand ça ressort, ça peut avoir des conséquences absolument dramatiques. Et si jamais on doit permettre à certains frères et sœurs de sortir, comment on s'y prend? Et c'est là pour le coup qu'effectivement le travail en interprofessionnalité est une vraie nécessité et un vrai bienfait pour la famille concernée, parce que c'est uniquement en mettant en commun des compétences qui sont celles de l'expert comptable, le savoir-faire financier des banquiers et autres, qu'on arrive à établir des solutions qui soient les bonnes. Quant à savoir ce que c'est qu'une transmission réussie, c'est juste celle qui suit le cahier des charges que nous a fixé le client, parce qu'au final c'est lui qui décide. D'accord. Alors précisément, la question est posée, comment les banques, Julie Garcia, comment les banques peuvent aider à la transmission du patrimoine viticole dans le contexte qui vient de vous être exposé? Alors, ce qu'on regrette en banque, c'est que souvent on est appelé en pompier. On arrive souvent trop tard parce que justement il faut peut-être désintéresser une partie de la famille qui est non exploitante et qui finalement n'a pas tellement envie, comme le disait Maître, de s'asseoir sur cette part d'héritage. Donc voilà, l'idéal c'est de pouvoir en amont travailler les choses le plus tôt possible. On parlait tout à l'heure du recours ou non à une société. Je pense que là, les conseils ne vont pas me contredire, dans le sens où quand on est sous une forme sociétaire, on aura des facilités à transmettre, mais en organisation, les pouvoirs aussi, parce qu'on voit bien qu'on a un problème, comme ça a déjà été dit, de génération, un problème de
d'intérêt, de façon de faire les choses. Et souvent, on a aussi des gens qui ont du mal finalement à laisser passer. Hein. Donc on dit qu'il faut anticiper fiscalement, mais il y a aussi la part psychologique. Moi, je voulais revenir aussi sur un point, c'est que donc, le financement est essentiel, mais que ce soit dans les transmissions à titre gratuit, également sur les transmissions à titre onéreux, puisqu'on l'a vu tout à l'heure, il y a un schéma très optimisant qui permet effectivement de dédommager à hauteur d'une soulte les héritiers non exploitants. Et en ce sens, il va falloir quand même que le prix soit raisonnable, même si on est dans une transmission à titre gratuit, pour que la soulte soit assumable par les remontées de dividendes de la société d'exploitation, et que finalement, celui qui s'est vu attribuer la société ne se retrouve pas en difficulté pour dédommager ses frères et sœurs ou ses cousins, etc., les membres de sa famille. Donc la banque a vraiment un rôle à jouer, et elle le souhaite, d'accompagner les viticulteurs en ce sens. On a aussi, je vois dans la salle qui sont présents, on travaille avec les groupements fonciers viticoles Saint-Vincent qui nous permettent aussi par moment de structurer des choses pour qu'on puisse dédommager finalement la part d'héritiers non exploitants, et de permettre, avec des baux relativement beaucoup plus longtemps que le bail à court terme de 18 ans, dont j'ai bien aimé l'expression, des baux de 25 ans notamment, qui sont un peu plus sécurisants pour le viticulteur. Tristan Lamy, comment les banques peuvent-elles aider à une bonne transmission ? Je voulais juste revenir sur un point tout à l'heure, là, sur les difficultés. Moi, je pense que la principale difficulté, en fait, c'est qu'on est dans un monde de communication. Et pour revenir, moi, je pense que plus de 80% des transmissions qui se font en intrafamilial, et quand je dis plus de 80%, si je prenais en surface, c'est au-delà de 90 même. Mais sauf que la communication, elle se fait sur les autres transactions. La communication sur les prix se fait sur les autres transactions. Et du coup, quand je suis en transmission intrafamiliale, que je suis le frère ou la sœur qui n'exploite pas, en fait, j'ai un prix dans la tête. Et un des rôles que chacun de nous a, c'est juste de dire que ça, c'est un cas exceptionnel, et que la réalité, comment je fais correspondre ensuite la réalité économique de ce qu'on est capable de faire avec une forme de réalité patrimoniale, mais qui n'est qu'un cas particulier. Donc ça, c'est vraiment un point qui est essentiel, c'est comment je fais comprendre à tout le monde, parce que là, il faut qu'il y ait entente là-dessus. Autrement, ça ressort des années après, notamment quand les parents sont plus là, et ça explose. Donc c'est vraiment un travail de longue haleine. C'est pour ça que la préparation et l'anticipation, elle est importante. Et nous, notre intervention, en fait, je pense qu'elle est vraiment sous forme du conseil, et c'est pour ça qu'on a mis en place des conseillers en transmission, mais qui sont pas du tout des conseillers patrimoniaux, mais qui sont des conseillers qui abordent aussi ce volet de manière très globale. Et ensuite, il y a toute la partie montage patrimonial, il y a la partie montage financier, puisque là, voilà, vous le voyez dans les journaux, les banquiers ont de l'imagination sur les montages financiers, le tout étant que le montage financier ne sera jamais limitant. Ce qui sera limitant, c'est est-ce qu'on fragilise ou pas l'exploitation qui reprend, et si oui, faut pas le faire, et est-ce que c'est cohérent avec la fratrie finalement. Et c'est là-dessus qu'il faut que l'on insiste. En tant que banquier, vous voyez les projets qui tournent mal. À un moment donné, est-ce que vous avez à peu près une idée de ce que ça peut représenter dans la proportion des transmissions ? En viticulture, est-ce qu'il y a vraiment en viticulture ? Ça fait un moment que j'en fais, et je crois que j'en ai pas vu. Voilà. Donc ça veut dire que les projets sont plutôt bien conduits. La proportion est assez facile à calculer, mais c'est souvent très bien préparé, il faut le dire aussi. Hein. Philippe de Ségonzac, que peuvent faire les SAFER pour faciliter la transmission des patrimoines en matière viticole ? Pas grand-chose. Tout se passe très bien alors. Tout se passe très bien. Je serais culotté de vous répondre que le travail de la SAFER est parfait compte tenu de ce qui a été évoqué ce matin. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est que, tel que je le ressens, c'est que notre action, elle est souvent mal comprise ou mal perçue. Alors, il y a sans doute des problèmes de communication, de structuration, dit Hubert. On en a parlé à midi tout à l'heure. Mais on a un peu tendance à faire porter la responsabilité de l'entière régulation sur la SAFER, à travers, alors à plus forte raison quand on est dans des marchés haussiers, à travers un seul outil qui est la préemption en contre-offre de prix. Mais je ne vais pas vous révéler un scoop, c'est évidemment
pas suffisant. Si on veut réellement raisonner une régulation, il faut d'abord avoir une connaissance complète du marché, ce qu'on n'a pas aujourd'hui. Alors quand bien même, je reviens sur les parts de société, on a l'information sur les parts de société. Bon. Quand on est confronté à une transmission de société d'exploitation dans laquelle il y a des actifs immobiliers, alors un GF, un groupement foncier, c'est assez simple. Si on se fait communiquer le bilan, bon, je ne suis pas un expert comptable, mais je réussis à calculer dans les grandes masses. Mais quand vous êtes face à des parts de SCEA ou de SA, ce qu'on voit aussi, enfin on ne les voit pas, les parts de SA d'ailleurs, mais des parts de SEA, dedans vous avez évidemment des actifs fonciers, vous avez des actifs immobiliers, vous avez des stocks, vous avez de l'outil, vous avez éventuellement du droit au bail, puisque c'est de ça dont on s'agit, et c'est extrêmement compliqué de ressortir des statistiques autour de ça. Pour autant, on nous dit, et on le constate quand même malgré tout, que les transmissions par société, je parle de transmission à titre onéreux, se font à des niveaux de prix supérieurs à ce qui pourrait être mis en vente sur un marché foncier direct. Bon, c'est pas une surprise, hein, c'est pas une surprise, mais ce que je veux vous dire à travers ça, c'est qu'on est souvent, nous, au milieu un peu des crispations autour de ça. C'est-à-dire qu'on voudrait nous faire jouer le rôle de la régulation dans son intégralité, qu'il y a d'autres outils que sont le contrôle des structures et quelque part le statut du fermage, sur lesquels, bon, on va pas non plus se le cacher. Hubert l'a évoqué ce matin, le contrôle des structures fonctionne mal sur les transmissions de parts de société. Le statut du fermage, je ne suis pas sûr qu'il soit dans l'intérêt de tout le monde d'aller attaquer la 3e année comme le texte le permet, un fermage qui serait excessif. Voilà. Donc on est un petit peu confronté à ça et on travaille avec cette matière-là et ça rend les choses un petit peu difficiles dans ce marché un peu particulier, parce que ça a été démontré ce matin, il est haussier quand même dans sa globalité, même si c'est essentiellement un phénomène grand cru, ça grimpe quand même un petit peu, peut-être un petit peu plus vite ces dernières années sur l'ensemble de la côte viticole. Pour autant, qu'est-ce qu'on peut faire ou qu'est-ce qu'on peut amener ? Moi, dans la régulation, il y a effectivement l'observation, le contrôle, et puis il y a l'orientation. Alors c'est une partie du contrôle des structures, c'est aussi une partie du boulot des SAFER. Quand les SAFER orientent, elles appréhendent des propriétés de façon amiable, les mettent en publicité légale, tout le monde a les mêmes chances aux mêmes conditions, et puis le choix se fait non pas en fonction de celui qui va mettre le plus d'argent, mais celui qui va, aux yeux des professionnels en tout cas, avoir le meilleur projet pour le territoire. Donc on essaye de concilier ces intérêts-là. L'autre avantage, on parlait des services fiscaux, nous, toutes les transactions qu'on traite, il y a un regard de l'administration fiscale systématique. Tous nos prix sont validés par l'administration fiscale et il n'y a pas un dossier qui sort de la SAFER sans le tampon de la DRFIP, enfin des services des domaines, et donc il y a quand même quelque part une garantie et fiscale et juridique aussi, puisque le prix qui a été validé, on monte quelques opérations de ce type-là, on accompagne quelques opérations de ce type-là, de restructuration familiale, où effectivement ça va être des ventes de vignes à des fermiers en place ou des transmissions de parts de société, mais en tout cas avec des prix qui ont été validés par l'administration fiscale quelque part et qui ne seront pas remises en cause autour de ça. On peut apporter du temps aussi dans les transmissions qu'on accompagne parce qu'on a une capacité à stocker. Alors elle est faible, on n'a pas des capacités énormes, mais on réussit à traiter quelques dossiers, bon an mal an. J'ai un exemple en tête d'un dossier viticole d'1 million d'euros il y a très peu de temps, où on a acheté des parts de société. Ça aussi, on est très peu connu sur ces aspects-là. On a acheté des parts de société puisque les vendeurs étaient très pressés de vendre. On a stocké la société, donc on a revendu les actifs et on a la coquille vide aujourd'hui parce que ça intéressait à un moment donné l'acheteur d'avoir plutôt des actifs plutôt qu'une coquille vide. Voilà, on porte des parts de société, on peut entrer au capital des groupements fonciers, c'est peu connu, mais on l'a évoqué déjà une ou deux fois avec Tristan, mais réglementairement, alors c'est les lois de 60, hein, mais elles ont encore leur activité, enfin leur utilité par moment. Les SAFER peuvent porter jusqu'à 30% du capital social de groupements fonciers. Là aussi, on peut permettre du temps aux vendeurs ou aux acquéreurs.
Et le dernier point, j'en terminerai là-dessus, c'est le cahier des charges. Vous l'ignorez peut-être, sans doute, quand la SAFER accompagne une transaction, elle impose un cahier des charges à l'acquéreur. Et ce cahier des charges, il a plusieurs utilités, plusieurs finalités. La première finalité, c'est que quand on fait le choix entre 5 ou 10 candidats, on souhaite être à même de vérifier dans le temps que l'engagement du candidat qui a été choisi soit effectivement pérennisé. La réflexion qu'on est en train de mener avec un certain nombre de conseils, un certain nombre de notaires, c'est à travers ce cahier des charges. Alors, il faut le travailler parce qu'il y a des aspects juridiques et fiscaux, alors plutôt juridiques d'ailleurs. Est-ce qu'on pourrait trouver un moyen de suivre dans le temps ou de satisfaire les intérêts, je parle des transmissions familiales, les intérêts de l'exploitant et des frères et sœurs. Le système qu'on imagine serait le suivant, c'est-à-dire qu'on sait que parfois, attachés au domaine, les frères et sœurs souhaitent, sont d'accord pour faire, ou les cohéritiers, pour faire, une espèce de cadeau sur le prix, ça arrive et c'est des choses comme ça. En tout cas, ils ont conscience, ils souhaitent que le domaine reste dans la famille. Puis ce qui peut se passer quelques années après ou quelques temps après, c'est que l'exploitant qui a racheté à un prix de convenance se retrouve en position de vendre ou forcé de vendre et la plus-value lui profite à lui seul. Et les histoires familiales commencent ou se terminent, ça dépend de quel côté on se place. Et je me dis, mais ça a travaillé, que le cahier des charges garanti par un tiers, qui est la SAFER, qui consisterait à dire, d'abord on accompagne pendant 15 ou 20 ans ou à définir cette transaction, on la surveille on surveille le devenir du patrimoine familial à l'origine pendant une quinzaine d'années. Est-ce qu'à un moment donné, on ne peut pas mettre, j'allais dire, en cas de vente forcée ou voulue, une espèce de retour financier aux cohéritiers qui aurait fait ce cadeau, entre guillemets, parce que à l'exploitant, au repreneur des exploitations. Donc on est dans ces réflexions-là aujourd'hui. Voilà, on est souvent vu comme empêcheurs. J'aimerais qu'on nous voit un peu aussi comme des gens qui permettent des choses. Voilà. Merci. Jean-Olivier Cabossel, quelle est votre vision de l'intervention des SAFER ? Je vous sentais, comment dire, Pourquoi moi ? un peu fébrile. Je peux passer le micro, dit Philippe de Segonzac. Bon, écoutez, personne n'ignore dans cette salle mon caractère un petit peu libéral. Donc on régule les prix, on ne les régule pas, révision de prix ou pas. Alors, j'ai plutôt une vision parfois un petit peu critique, même s'il nous arrive d'avoir des relations assez étroites avec la SAFER, bien évidemment, comme tout intervenant dans le monde agricole. Que dire sur ce sujet particulier ? On a assez fréquemment des interventions, y compris des dossiers sur lesquels globalement, on ne va pas dire qu'on amène le dossier à la SAFER, mais enfin on vient en discuter avec eux. Et là, bien évidemment, ça peut présenter un intérêt évident de sécurisation, sur le plan fiscal y compris, pourquoi pas. J'avoue que dans un certain nombre de dossiers, des interventions SAFER ont plutôt tendance à nous gêner, à nous perturber. Je me demande pourquoi. La France est probablement un des seuls pays d'Europe à avoir un système comme celui-là. Alors, si effectivement on avait une agriculture qui était en dynamisme croissant, si au lieu de passer de la 3e place mondiale de pays exportateurs, on était passé 2e, au lieu d'être passé 6e, avec une démographie agricole qui ne se serait pas effondrée, mais qui se serait développée, je me dirais, mon Dieu, tous les outils de 60 et de 62, d'Edgar Pisani, c'est vieux de cette affaire-là. Et à chaque fois qu'on a une loi agricole, on vient renforcer les outils d'Edgar Pisani. J'ai tendance à me dire je ne sais pas si on est véritablement dans le vrai. Alors, encore une fois, je suis un petit peu libéral. C'est un dangereux grief qu'on peut me faire, même si certains dans cette salle le sont sans doute aussi. Mais voilà. Donc après, il faut pas tout jeter ou jeter le bébé avec l'eau du bain, bien évidemment. Sur la question de la régulation dont Hubert nous parle maintenant, qui est de dire il faut supprimer les outils actuels, structures. J'ai pas dit ça, il m'a pas dit ça faire. Il l'a dit ou il l'a pas dit. Je vais lui laisser la paternité de son propos. Il aurait pu le dire, mais en venant dire qu'on va mettre un permis d'exploiter à la place.
Bah, ça n'a pas tendance à me faire sauter au plafond non plus parce que voilà, parce que j'ai petite anecdote, la semaine dernière, j'ai un agriculteur dans mon bureau, 62 ans, 60 ans, juste 60 ans, qui me dit oh, je veux arrêter, je supporte plus parce que on est dans un tel niveau de contraintes. C'est un agriculteur céréalier, hein, c'est pas un viticulteur. Il me dit mon Dieu, on a de telles contraintes aujourd'hui que ça y est, je supporte plus. Et le dernier exemple qu'il m'a cité, c'est il avait un fossé de remembrement à curer dans sa propriété et donc appel à la DDT, à la police de l'eau. Ces braves gens débarquent et lui disent qu'il s'agit d'un cours d'eau et que donc il ne faut surtout pas y toucher. Et qu'à partir de là, après des grandes discussions, ils viennent lui proposer que ce cours d'eau, il le cure en 3 fois. Sur 3 ans successifs, c'est vachement utile pour l'écoulement des eaux, vous aurez compris l'utilité du propos. Donc, quelque part, l'agriculture, à mon avis, est en pleine mutation. Alors la viticulture, oui, l'agriculture, polyculture, élevage dans nos régions, elle est en pleine mutation et je pense que dans les 5 ans qui viennent, on va avoir des déserts qui vont se créer. Et là, on aura beau mettre tous les outils de régulation, tous les contrôles des structures, toutes les affaires qu'on va vouloir, ça ne va rien changer, rigoureusement rien. Et je ne sais pas, alors peut-être la viticulture qui est quand même plus dynamique et qui est plus porteuse, heureusement, échappera-t-elle à cette orientation? Alors, le temps tourne. J'aimerais connaître, pour chacun d'entre vous, le principal ou les conseils que vous voudriez donner pour une transmission réussie, selon votre expérience. Quel est le principal conseil que vous pourriez donner? On peut peut-être commencer par vous. Je vais reprendre des choses qui ont déjà été dites, mais une transmission réussie, c'est déjà ne pas commencer avec la volonté de la prendre par le côté fiscal. Prendre une transmission par le côté fiscal, on a de très grandes chances de se tromper. Et comme ça a été dit plusieurs fois, une transmission réussie, c'est d'abord de l'anticipation. Et c'est un dialogue, si on parle de transmission intrafamiliale, c'est un dialogue avec tous les membres de la famille, toutes les parties prenantes, les parents qui transmettent et les enfants, afin de savoir vraiment ce que chacun souhaite, et essayer de trouver un consensus au milieu de tout ça, pour trouver un schéma qui puisse permettre de conserver l'unité du domaine et que personne ne se sente lésé dans cette transmission. Et quand on travaille sur des transmissions, alors on a vu un sociologue ce matin, et c'est vrai qu'on intervient avec les notaires, avec les avocats, avec beaucoup d'échanges, beaucoup de dialogues préalables à la transmission, où c'est de l'échange, on ne parle pas de technique, on parle juste de volonté, d'avenir et de vision du domaine. Et c'est ce qui va nous permettre, nous, en tant que conseil, de mettre en place un schéma directeur qui, on espère, satisfasse toute la famille. Maître Lehner, quel serait votre conseil? Alors, malheureusement, j'ai peur de ne pas avoir beaucoup plus à ajouter à ce qu'a dit Édouard. C'est peut-être pour ça aussi qu'on aime bien travailler ensemble. Donc, le dialogue, la concertation. C'est une bonne transmission, c'est un cahier des charges bien établi à la base. Qu'est-ce qu'on veut, où est-ce qu'on veut aller? Nous, quelque part, emmener le client d'un point A à un point B, notre vrai boulot, il est là, et c'est trouver le meilleur chemin pour aller de ce point A à ce point B. Par contre, la vraie difficulté, c'est bien souvent déjà de définir à quel point A on est, et de définir aussi et surtout le point B auquel on souhaite aller. Sur l'histoire du sociologue, on a fini par dire ce midi que peut-être qu'on devrait démarrer les dossiers de transmission avec l'aide d'un psychologue. Mais voilà, je rejoins parfaitement Édouard là-dessus. Pour moi, c'est vraiment la vraie difficulté d'un dossier de transmission. Maître Olivier Cabrocel. Oui, globalement, on va tous un peu se répéter. Quelques mots, anticipation. Si possible, un minimum de diversification. Et là, c'est quand même un élément crucial. Les dossiers qui se passent le mieux, c'est les dossiers dans lesquels on a la faculté de permettre un allotissement des enfants qui ne prennent pas la suite avec des actifs qui ne sont pas directement consacrés à l'agriculture. C'est l'idéal. Après, c'est rarement le cas, donc on fait avec, quoi.
Julie Oui, Garcia. je risque d'être redondante, mais juste voilà, l'anticipation, je pense que pour moi c'est le maître mot, tant au niveau civil que fiscal. On parlait effectivement c'est très juste de ne pas mettre en avant le fiscal. Toutefois, malheureusement, on doit en tenir compte parce qu'il est présent et il est confiscatoire et il rend malade un certain nombre de nos clients. Donc on doit en tenir compte. Par exemple, juste voilà, en ce sens où je veux illustrer l'anticipation, c'est par exemple ce matin, quelqu'un a parlé de la mise en communauté d'un bien propre pour effectivement démultiplier les abattements qui pourraient être applicables en termes de succession ou de donation. Là, je recommande l'anticipation tant sur le plan civil que sur le plan fiscal, en ce sens où, pour ne pas avoir l'administration fiscale ou même une remise en cause de cette mise en communauté, finalement, qui ne trouverait aucun sens si l'ensemble des biens étaient transmis dans la foulée. Donc, c'est juste pour illustrer ce propos, c'est de dire que l'anticipation, elle est très importante et elle nous permet d'optimiser civilement et fiscalement les choses. Voilà. Tristan Lamy. Bon, je vais essayer de ne pas être redondant. Moi, je dirais l'écoute. Parce que j'aime bien l'image du point A au point B, mais aujourd'hui sur les GPS on a plusieurs possibilités, il y a plusieurs chemins en fait, et en fait comme chacun dans une transmission n'a pas les mêmes objectifs, si on se bute les uns contre les autres, on n'y arrivera jamais. Donc ça veut dire qu'il faut écouter c'est quoi les objectifs de chacun et quel est le meilleur chemin, et si ça se trouve il faudra prendre un bout du chemin A, un bout du chemin B, un bout du chemin C, et on arrivera bien au même point à la fin. Mais je pense que cette écoute-là, elle est essentielle, en plus du reste, bien entendu. Je ne vais pas dire grand-chose d'original, mais anticiper, s'entourer des bons conseils, se méfier un petit peu de la peur qui peut être mauvaise conseillère sur un certain nombre de choses. Enfin, voilà, mais vraiment anticiper d'une manière générale. Oui. Alors, ma dernière question, tout à l'heure nous avions un député à l'écoute des suggestions d'Hubert notamment. On nous parle de la prochaine loi foncière. À votre avis, est-ce que, avec les outils dont nous disposons actuellement, nous avons tout ce qu'il faut d'ores et déjà pour réussir une bonne transmission, ou au contraire, est-ce que vous souhaiteriez, et quel outil complémentaire souhaiteriez-vous? Alors, la question est ouverte à tout le monde, et finalement. En tant que notaire, est-ce que vous pensez que nous avons déjà tout ce qu'il nous faut, ou est-ce que vous imaginez, comme Hubert a des suggestions, est-ce que vous en avez vous aussi? En tant que notaire, Et il les transmettra à notre cher député. En tant que notaire, j'ai beaucoup moins d'imagination qu'un universitaire. Est-ce qu'on a tout ce qu'il faut? Quelque part, je pense que tout est toujours perfectible. Sur le plan civil, néanmoins, moi je regarde avec beaucoup d'attention ce qui se passe, parce que je pense que les cartes seront rebattues très profondément dans les temps qui viennent, parce que je pense que la disparition de la réserve héréditaire arrivera un jour ou l'autre, non pas pour des problèmes de transmission d'entreprise, mais pour des problèmes qui sont liés au phénomène des familles recomposées, qui sont aujourd'hui la norme, et cette notion de réserve héréditaire aujourd'hui dans les familles recomposées pose des problèmes qui un jour font qu'à mon avis elle disparaîtra. Donc une réforme Johnny Hallyday alors. Ce que je dis n'engage bien sûr que moi, mais je pense que quelque part il faudra se reposer la question à ce moment-là. Après, sur les outils fiscaux de transmission, je ne peux que rejoindre ce qui a été dit ce matin en disant que si l'abattement des baux à long terme pouvait être aligné sur celui des pactes du Treil, ça serait très bien. Et je me permettrai, mais encore une fois ce que je dis n'engage que moi, de rejoindre la pensée de certains de mes confrères qui ont tendance à pousser en avant l'ordre public environnemental, et de dire que finalement les cadeaux fiscaux qui sont faits répondent souvent à un intérêt public qu'on fait peser sur le particulier, et de dire que finalement, puisqu'on a cette émergence de l'ordre public environnemental qui veut que le respect de notre environnement soit aujourd'hui une préoccupation très forte, on devrait mettre en place des outils qui viendraient récompenser ceux qui font l'effort de polluer le moins possible, ou en tout cas de favoriser quelque chose de pérenne dans le temps. Moi j'ai un point, mais alors je ne m'exprimerai pas du tout en langage juridique puisque c'est pas du tout mon domaine, mais la transmission pour moi c'est quelque chose qui se fait dans la durée, et au regard, encore une fois, au regard du prix de ce qui est transmis par rapport à la rentabilité de ce qui existe,
quelquefois, je pense qu'on sera amené à faire les transmissions en plusieurs fois. Et peut-être qu'un des freins à ça, c'est le passage, je l'ai dit tout à l'heure, mais quand je passe de professionnel à retraité, en fait, mon patrimoine foncier, immédiatement, il devient, entre guillemets, imposable. Et du coup, ça m'amène à dire, bah, tiens, je vais le transmettre le plus vite possible. Et quelquefois, ça amène des difficultés à celui qui rachète. En tout cas, ça oblige à faire des montages spécifiques. Et si cet impôt, ou le fait qu'il soit dans l'assiette IFI n'existait pas dans le cadre d'une transmission familiale, je pense que ça aiderait à transmettre un petit peu mieux, puisque ça donnerait encore de la durée et permettrait de transmettre en une fois ou deux fois, enfin en 2 fois ou 3 fois, quoi. Voilà. Et dans laquelle Je rebondis sur ce que dit Monsieur Lamy. On a déjà beaucoup d'outils qui sont perfectionnés, où on arrive à avoir une perfection, une optimisation. On met en place parfois des schémas de transmission qui s'étalent sur plusieurs années. Et je dirais, une des choses principales qu'il faudrait qu'on essaye d'avoir en France, c'est une stabilité des textes fiscaux, puisque en mettant un schéma en place sur 3-5 ans et qu'on nous change les règles, même parfois rétroactivement, pour nous, experts, c'est un peu compliqué. Et il faut d'autant plus être vigilant de mettre en place des schémas agiles, c'est-à-dire pour faire face à ces revirements de situation et ces effets de bord qu'on n'avait pas prévus initialement. C'est pour ça que je parlais de réforme avec un point d'interrogation. En tant que juriste, je me méfie beaucoup de cet empilement de textes et des problèmes que ça peut poser. Philippe de Ségonzac, Oui, à part l'élargissement du droit de préemption, qu'est-ce qu'on peut souhaiter? Je ne voudrais pas que vous me réduisiez vous aussi à ça. Mais justement, non. Non, en revanche, on est un petit peu à des carrefours là quand même. Le premier carrefour, c'est celui de savoir si on veut une régulation ou pas, est-ce qu'on la veut partout, enfin bon, mais qu'on ne se montre pas ou qu'on ne joue pas les hypocrites en la matière, ça ne peut pas être de l'à peu près. Moi, je crois aussi qu'il y a des choses à voir en termes de fiscalité. Alors, on ne va pas se mentir, hein, l'abattement ou la hausse de l'abattement qui a été obtenue, c'est parfait. Même si on le doublait en ce qui concerne certaines transactions qu'on voit aujourd'hui, ça ne réglerait pas réellement le problème. Je pense quand même qu'il faut redonner, sauf à basculer complètement dans un droit industriel et commercial, droit fiscal industriel et commercial, de la vigueur au droit fiscal agricole, de l'utilité au droit fiscal agricole. Les schémas qui dataient des années 70-80, GFA et bail à long terme, ERL ou individu, on le sait bien, ne fonctionnent plus, en tout cas sont plus compétitifs par rapport à un pacte du trail, par exemple, qui présente complètement un intérêt fiscal et patrimonial très très important. Maintenant, qu'est-ce qu'on veut? Parce que plus on reste dans l'à peu près, plus on encourage aussi cette financiarisation ou titrisation qui échappe à tout contrôle. Encore une fois, est-ce qu'on veut ou pas un contrôle? Mais il y a des choses à regarder de ce point de vue-là, me semble-t-il. Je ne veux pas d'un droit de préemption sur les parts de société, je tiens le... Alors, c'est bien. Est-ce qu'on dispose de tous les outils? Est-ce qu'il nous en faut d'autres? Je serais tenté de dire que les outils dont on dispose sont déjà quand même relativement performants pour bon nombre d'entre eux. Il y a quelques freins qui existent, hein. Il est vrai que depuis l'allongement de la durée de détermination des plus-values sur 30 ans, les constitutions de GFA familiaux, ils s'en fait énormément moins, puisque quand on est passé de 15 à 30, il est bien évident qu'on va arriver à purger le délai sur des mises en société comme ça qui n'apportent pas un centime dans la poche de l'apporteur, puisqu'il a l'immense plaisir de détenir des titres en échange de ses biens. Et là, on a, je pense, peut-être quelque chose qui pourrait être fait de mise de la plus-value, pourquoi pas au frigo pendant un certain temps, et ensuite de taxation s'il y a revente, mais d'exonération s'il y a donation. Enfin, un système un peu comme on l'a dans des je ne sais plus, 151 noniès en matière de transmission de titres de société d'exploitation. Donc là, il y a quelques outils comme cela. Que dire sur les outils de régulation? On ne va pas revenir sur le thème de la régulation. On laissera Hubert aborder ce sujet-là avec les parlementaires qu'il a déjà rencontrés et tous les gens des organisations agricoles. Moi, je serais tenté de dire que le moins on en fait, le mieux on se porte.
parce que je crains toujours les textes qu'on nous fait voter, qui sont parfois votés dans des termes qui sont totalement incompréhensibles. Et il est clair que la loi contre l'accaparement des terres, avec l'obligation de transférer les titres dans une société foncière, est tellement mal rédigée que c'est quand même désolant. Et donc, entre guillemets, laisser le monde économique travailler. Il y aura plusieurs agricultures, plusieurs viticultures, la petite exploitation familiale de 7, 8, 10 hectares de la région, il y en a plein. Moi, j'ai plein de clients dans ce secteur-là, des gens qui s'en sortent très bien. Et puis on a des secteurs qui ont vocation à se concentrer. De toute façon, le nombre d'acteurs va baisser de manière très importante, y compris en viticulture. La pyramide des âges est ce qu'elle est. On ne forcera pas les gens à venir travailler dans un milieu difficile pour plein de raisons. Donc à la limite, si possible, pas trop de changements, parce que je crains que s'il y a des changements, ce soit probablement des changements qui nous embêtent plutôt que qui nous arrangent. Je crois que c'est l'opinion commune. On pourrait peut-être passer la parole au public s'il y a des questions à poser. Il y en a une par là. Dominique Ravanas, notaire honoraire, membre du CRIDON, cellule rurale à Lyon. Vous demandez s'il ne faut pas changer certains outils juridiques. J'ai un dada, c'est celui du statut du fermage qui est d'ordre public. Ce matin, notre député disait qu'il est peut-être dépassé et si je puis me permettre, je pense qu'il est impératif que notre législateur aborde enfin ce problème de la réforme du statut du fermage en donnant plus de liberté aux partis et non pas encadrer ce statut dit d'ordre public. Je me demande ce qu'a encore à faire l'ordre public lorsque un bailleur et un preneur conviennent des modalités de la permanence des plantations, des replantations, qui nous posent de très gros problèmes, qui nous posaient, je suis à la retraite, qui nous posaient de très gros problèmes parce que des séminaires de ce matin, on voit que de plus en plus l'agriculture est sociétaire et qu'il faut un lien entre le foncier et l'exploitant qui, dans bien des cas, est un bail rural et un bail rural à long terme. Certains espéraient que lorsqu'il y a eu le bail cessible, on donne ce vent de liberté. Il n'en a rien été, notamment sur ce problème très spécifique. Mais lorsque vous transmettez une exploitation viticole et que vous devez faire ce fameux bail et que vous allez imposer aux propriétaires d'assurer la permanence et le renouvellement des plantations. Moi, j'avais fait la démonstration dans mon département des Bouches-du-Rhône pour des vergers que c'était une machine à s'appauvrir parce que le montant des fermages ne permet pas bien souvent de renouveler la plantation. Dans un verger de pêcher, au bout de 20 ans, il faut le changer. Avec un fermage de 800 € l'hectare, si tous les 20 ans, vous devez changer le verger, c'est une machine à s'appauvrir. Donc je pense qu'il suffirait, dans les outils à proposer à notre député, de dire qu'en ce qui concerne les discussions entre le propriétaire et le bailleur, c'est ce que prévoit le code rural, sauf convention contraire, et que ce n'est plus d'ordre public. Là-bas au fond, je vois. Donc Hubert, il faut bien noter tous les projets de réforme. Donc Thibaut Hubert, hein, toujours le président de la CRVB depuis ce matin, ça n'a pas changé. Je reviens puisque là on a la chance d'avoir des experts. Il est dommage qu'on puisse, les professionnels vont arriver après, mais il aurait été bon qu'on échange. En tant que représentant ici des exploitations familiales de Bourgogne, nos interrogations, je vous entendais dire qu'aujourd'hui il n'y avait pas de conflits familiaux par rapport aux transmissions et que tout se passait bien. On peut quand même s'interroger sur certaines transmissions familiales.
Je pense à la famille Maumessin, je pense à la famille Bonneau du Martret. Est-ce que ce sont réellement des exemples de transmission familiale bien faite? Puisque nous, comme incidence que ça peut avoir sur nos familles et sur nos exploitations familiales, c'est que c'est des transactions sur lesquelles on a énormément communiqué. La presse en a fait ses gros titres, hein, en présentant des chiffres stratosphériques qui aujourd'hui ont été entendus par mes frères et sœurs, par nos cousins, nos neveux. Aujourd'hui, on est monté dans des formes sociétaires, on l'a bien vu ce matin. Mais on se retrouve maintenant avec des gens de notre famille, de notre propre famille, qui sont très attachés, bien sûr, à leurs origines bourguignonnes. Mais on comprend bien vite leur intérêt. Et aujourd'hui, l'inquiétude de moult exploitations bourguignonnes, c'est de dire « oulala, oulala, où est-ce qu'on va ?» Où est-ce qu'on fixe le juste prix? Est-ce qu'on fixe le prix sur ces transactions-là? Est-ce qu'on fixe le prix sur la transmission papa-enfant, papa-maman et enfant direct, qui est souvent pas bien le même, hein. On a quand même différents niveaux de prix. Et je pense que toute la difficulté d'aujourd'hui, elle est là. Où est-ce qu'on fixe le bon prix? Où est le bon prix pour pérenniser nos exploitations et pérenniser notre modèle d'exploitation bourguignonne? Je crois qu'Hubert veut la parole. Oui, c'est pour compléter et prolonger. Vous avez plusieurs fois évoqué les deux valeurs, la valeur familiale et la valeur à un tiers. Alors je me posais la question, mais je suis universitaire hors sol, hein, on est bien d'accord, de la question de position de l'administration fiscale. Parce que si je résumais, en fait, on a un peu un barème SAFER et un barème fiscal. Est-ce que l'administration fiscale, ici, serait susceptible de réagir sur des transmissions intrafamiliales? C'est un peu le prolongement de la question qui a été évoquée, en considérant, même si ces transactions au profit d'un tiers restent, si j'ai bien entendu, des épiphénomènes, en considérant que ces transmissions familiales sont sous-évaluées par rapport au prix du marché. Je vais essayer de répondre. Alors le barème SAFER, ou ce qu'on appelle le barème SAFER, c'est un barème professionnel. Je regarde Thiago parce qu'on en discute de façon assez régulière, qui est basé sur une valorisation économique qui a sa raison d'être, hein, parfaitement, et sur lequel on travaille aussi parce que, de manière collective, parce que il est le reflet effectivement d'une valorisation économique, et qu'à côté de ça, comme le disait Thibault, on a des transactions qui se font, alors qui font référence ou pas. Alors toute la difficulté ou tous les débats qu'on a par moment ensemble, c'est qu'est-ce que c'est que la référence? Est-ce qu'un cas exceptionnel, mais les experts pourraient répondre également, parce que c'est une question qui ne concerne pas que la SAFER. Qu'est-ce qui fait référence? Une transaction exceptionnelle fera pas forcément référence. En revanche, elle va aiguiser des appétits au niveau local, et on le comprend bien. Et nous, on est souvent confrontés à cette difficulté-là, c'est-à-dire qu'on attend de nous je ne vais pas dire qu'on casse les prix, mais en tout cas qu'on les ramène à des niveaux qui soient des valorisations économiques. Et en revanche, on perd toute crédibilité quand on va voir, mais c'est des débats qu'on a de façon infinie. On perd toute crédibilité quand on va voir un vendeur qui a connaissance de cette transaction qui vient de se faire, et qui, de toute façon, a, il faut aussi se le dire, le moyen de passer au-dessus, en dessous de tout contrôle de quelque manière qu'il soit. Donc on est vraiment tout le temps confronté à ça. C'est une difficulté d'autant plus sensible. Ça a été dit ce matin, et tout à l'heure également, il y a des appellations sur lesquelles il n'y a aucune transaction. Aucune transaction. On a une multitude d'appellations, c'est ce qui fait la richesse, hein, de cette viticulture bourguignonne, mais c'est parfois aussi ce qui nous pose des difficultés majeures sur ces aspects-là. Il n'y a pas une valeur SAFER, une valeur fiscale, une valeur professionnelle. Nous, on essaye de trouver une synthèse acceptable par la profession, même si il y a parfois de la discussion, une synthèse acceptable par l'administration fiscale, et il y a aussi beaucoup de discussions avec l'administration fiscale, et puis une synthèse qui soit acceptable aussi au regard du marché, tout simplement parce que cette composante-là, elle existe. Maître Lehner, en tant que notaire, comment vous fixez le prix et comment vous arrangez-vous avec l'administration?
droit de voter en touche. C'est là où j'ai le droit de sortir le devoir de réserve des notaires. C'est ça. Oui. Alors, déjà, sur la fixation du prix, nous, au final, la question se pose pas si souvent que ça, parce que très souvent, quand on vient nous voir, le prix est déjà fait. Quand on parle de transactions hors famille, la plupart du temps, on est consulté en aval de l'affaire et les conditions financières sont très souvent déjà arrêtées. Nous, notre problème est beaucoup plus de savoir comment on procède avec le prix qui a été négocié entre les parties que quel est le prix. Après, quand on parle de transmission intrafamiliale, là, pour le coup, très clairement, c'est extrêmement confortable pour nous d'aller s'appuyer sur les valeurs qui sont établies par les ODG et par la SAFER, même si on commence à avoir des inquiétudes, puisque tout à fait récemment, il semblerait que l'administration fiscale ait commencé à remettre en cause ces valeurs. Donc on regarde ça avec beaucoup d'attention parce qu'on craint justement que l'administration fiscale rentre dans la discussion de ces transactions à titre gratuit. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, juste un mot, je reprends la parole, je m'en excuse, Renaud de Villette, expert. Je pense que si vous voulez, quand il n'y a pas de comparaison, ou très peu de comparaison, il est clair qu'il faut trouver un autre système, et on a parlé ce matin de modèles mathématiques pour essayer d'appréhender des choses, je pense que c'est une voie. Par contre, ce qui me choque, si vous voulez, c'est quand il y a un certain nombre de transactions sur des appellations moins prestigieuses, appelons ça des premiers crus ou des villages, les valeurs dites SAFER, qui n'ont rien de valeur SAFER, ce sont des valeurs purement économiques, qui sont mises en valeur et en page avec les ODG, elles sont quelquefois très peu pertinentes parce que très très différentes d'assez nombreuses références qu'on peut trouver sur les ventes. Donc une valeur économique pour moi n'est pas une valeur. Il y a une valeur, si vous voulez, qui transparaît dans un certain nombre de références qui sont cohérentes, mais on ne peut pas dire qu'une valeur d'une vigne est une valeur économique, pas plus qu'une valeur d'une terre agricole est une valeur économique. Donc je crois qu'il faut faire très attention. Essayer de ne pas être trop bas par rapport à des valeurs qui seraient dites valeurs SAFER ou valeurs calculées, rester dans une certaine honnêteté parce que l'administration fiscale elle n'ira jamais vous reprendre sur une valeur exceptionnelle parce qu'il y aura trop de choses à dire sur l'exception du domaine du Bonneau du Martret, en plus où on ne sait pas ce qu'il y a exactement dans la consistance de la vente et donc la division de la valeur de vente supposée par le nombre d'hectares ne veut absolument rien dire. Donc jamais l'administration fiscale n'ira vous contester et vous remettre en cause sur des valeurs comme ça. Par contre, quand il y a un certain nombre de valeurs de référence, et je pense à des villages ou à des premiers crus, je suis très triste à dire parce que j'aurais qu'une envie, c'est que les transmissions se passent bien et dans de bonnes conditions financières. Il n'est pas raisonnable d'aller annoncer certaines valeurs qui, elles, vont un jour être mises en cause par l'administration fiscale qui va vous opposer 4 ou 5 références à des prix très sensiblement différents. Et pour les inspecteurs de la fiscalité immobilière que je connais, tant que c'est relativement cohérent et compatible, ils baissent les yeux. Le jour où c'est trop différent, ils ont des comptes à rendre à leur administration, à des gens qui pensent que très nettement, ils pourraient faire des redressements et ils commencent à les faire comme je le vois aussi. Je crois qu'on a fait le tour des questions. J'espère que avec ce panel d'experts, on aura contribué à vous montrer que les transmissions du patrimoine viticole en Bourgogne se passent relativement bien, qu'il existe de nombreux outils et qu'avec un peu de dialogue et de concertation, en faisant appel à l'ensemble des métiers concernés, on doit pouvoir arriver à chaque fois à trouver les modalités de transmission harmonieuses. Merci à tous.